Voilà, on a de la lumière. On a de la lumière, ça y est, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si certains ne regardent pas la télé, je suis Cédric Decoeur et je suis ravi de vous accueillir pour cette 3e édition du sommet BFM Patrimoine. Avec moi sur scène Thierry Arnaud, le directeur de la rédaction de BFM Business, et Julien Serraki, le président de la CNCGP, qui nous accompagne depuis 3 ans pour ce sommet BFM Patrimoine. On va commencer avec vous, Thierry. Ce sommet, il a enfin lieu, j'ai envie de dire, parce que on a eu du mal, hein, inévitablement. On a tous vécu cette pandémie. Oui, on est évidemment très heureux d'être là aujourd'hui. Moi, je le suis tout particulièrement au nom de toute l'équipe de BFM Business et aux côtés de notre partenaire, cher Julien Serraki, de la CNCGP. Alors effectivement, ça n'a pas été facile. Il a fallu s'accrocher, il a fallu s'adapter, il a fallu bousculer le calendrier, se réorganiser. Mais finalement, on y est arrivé. On est très heureux de pouvoir donner ce matin et maintenant le coup d'envoi à cette troisième édition et de le faire ensemble. Et c'est d'autant plus important cette année que jamais, sans doute, les Français n'ont eu autant envie et besoin qu'on les accompagne dans leur démarche de placement, dans la gestion de leur patrimoine. Vous le savez mieux que moi. Vous connaissez ce chiffre, on en parlait avec vous, Julien, ce matin encore à l'antenne de BFM Business. Les Français ont épargné 160 milliards de plus depuis le début de cette crise sanitaire, une épargne qui aujourd'hui est encore assez largement dormante. Dans un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, jamais sans doute aussi l'univers des placements n'a été aussi foisonnant, aussi riche, aussi divers. On voit apparaître de nouvelles préoccupations dans cette gestion de patrimoine, comme les placements verts, par exemple, l'investissement responsable, un sujet auquel notre ami Guillaume Sommerer a d'ailleurs consacré un excellent livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas eu déjà. On parle de crypto, on parle de produits structurés, bref, l'expertise, elle est plus attendue et plus nécessaire que jamais dans votre environnement, dans votre monde qui est un monde en pleine mutation. Cette mutation, permettez-moi de penser que personne ne l'accompagne aussi bien que BFM Business. C'est un sujet auquel on consacre tous les jours, vous le savez, 5 jours d'antenne avec vous, Cédric Decoeur, de 10h à midi, avec Guillaume Sommerer de 15h à 18h, sans parler d'autres émissions très suivies. Je pense par exemple à C'est votre argent, l'émission de Marc Fiorentino. C'est plus de 30 invités tous les jours qui parlent de cette thématique, qui la décryptent et qui à la fois donnent une vision globale des problématiques, mais aussi, et c'est notre vocation, des conseils très concrets à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent pour gérer leur patrimoine. De plus en plus, bien sûr, c'est une évolution qui déborde comme vos métiers sur le monde digital, qui a complètement changé la façon dont les gens gèrent leur placement, bien entendu, et dont on communique avec eux également. C'est un axe évidemment central de ce que nous, on propose sur BFM Business. Je ne vais pas vous donner plein de chiffres, mais pour vous donner juste 2 exemples, les podcasts des émissions de Cédric, de Guillaume Sommerer et de C'est votre argent, ça totalise plus de 400 000 vues sur le mois d'octobre. Il y a donc une attente énorme. BFM Business est aussi 1 200 000 abonnés environ sur les réseaux sociaux qui, chaque jour, nous regardent, nous écoutent et nous suivent sur ces supports digitaux et qui attendent qu'on leur apporte, avec votre aide et votre soutien en particulier, évidemment, des conseils, de l'expertise, sur le patrimoine. Voilà pourquoi il est tout naturel que nous nous retrouvions, Julien, de nouveau ensemble aujourd'hui pour donner ce coup d'envoi à ce 3e sommet BFM Patrimoine. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. On est très heureux de participer et je vous souhaite à tous un très beau sommet, une très belle journée. Merci Thierry. Julien, voilà, 3e édition sur les planches pour accompagner finalement le milieu, l'écosystème, les conseillers en gestion de patrimoine, toute la profession du conseil. 3e événement, enfin, comme on l'a déjà dit. Et puis, 3e événement qui prend plus d'ampleur par rapport aux 2 premiers événements. Je rappelle, on a fusionné le congrès de la Chambre et le sommet BFM. Maintenant, c'est plus qu'un seul et même événement qui va prendre encore de l'ampleur au cours des années suivantes, 2022, 2023 et voire encore plus, je l'espère. Et je rappelle toujours que la grande force de cet événement et son unicité, c'est cet immense tambour médiatique qu'on a derrière nous grâce à cette collaboration et cette cofondation de l'événement avec BFM Business. Rappelons-le, BFM Business, qui regarde BFM Business, ce sont nos clients.
les chefs d'entreprise, les CSP+, les professions libérales, ceux qui font partie de cette fameuse clientèle patrimoniale qui est le cœur des clients et la cible des conseils en gestion de patrimoine. Donc c'est ça ce que fait l'événement. On a près de 80 stands aujourd'hui. Il y a plus de 2000 CGP qui sont inscrits pour participer à l'événement tout au long de la journée. On a une plénière ce matin, on a différents ateliers avec des thèmes passionnants. Donc ça va être une journée métier, mais aussi une journée plaisir. Ça va être aussi une journée d'antenne. On l'a vu à l'entrée, on a le salon, on a l'antenne de BFM Business qui est à l'entrée. Et donc je suis vraiment, vraiment particulièrement content de retrouver cet événement. Il nous avait beaucoup manqué en 2020 et c'est un peu un symbole que cet événement renaisse en 2021 parce que 2021 c'est une année exceptionnelle pour les CGP. C'est une année exceptionnelle. Les compagnies d'assurance me disent qu'ils font plus 30% de collecte sur le réseau des CGP. C'est absolument considérable. Et ce n'est pas dû à un effet base défavorable en 2020, puisque 2020 était déjà à la hausse par rapport à 2019. C'est parce que 2021, eh bien, c'est l'année qui suit 2020, une année de pandémie mondiale. Et dans les moments de crise, c'est là que les CGP arrivent à faire une différence encore plus grande face à d'autres réseaux de conseil ou d'autres réseaux de distribution de produits assurantiels ou d'instruments financiers. Nous avons, au cours de l'année 2020, pu faire la démonstration de nos compétences, bien évidemment, mais aussi de notre disponibilité vis-à-vis de nos clients. Et donc aujourd'hui, eh bien, soit nos clients nous recommandent auprès de leurs amis, soit nos clients recentrent leurs actifs chez nous. Et souvenez-vous de ce que je vais dire, et je vais terminer par ça. 2021, c'est l'an 1 de l'âge d'or des CGP. Ouf. Parce qu'on va prendre des parts de marché considérables dans les années qui viennent. Et je ne serais pas surpris que d'ici la fin de la décennie, les CGP en matière de collecte représentent plus de 50% du marché de l'épargne en France. Merci beaucoup Julien. Julien Serraki donc pour la SNCGP. Merci Thierry Arnaud, directeur de rédaction de BFM Business. Bon, on va faire un petit peu d'installation et dans un instant, c'est Guillaume Sommerer qui vous accompagne pour ausculter la nouvelle donne économique et son impact, bien évidemment, sur le monde des placements. Très bonne journée, très bon sommet. Merci Cédric.
Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur ce 3e sommet BFM Patrimoine. Quel sommet des retrouvailles. Et merci de nous accompagner sur cette nouvelle édition, ici au Carrousel du Louvre. Le Carrousel parce qu'on est encore plus nombreux qu'avant. On est ravis de vous accueillir et merci pour votre fidélité. C'est le sommet des retrouvailles et on va consacrer cette toute première conférence de la journée. Il y en aura d'autres, bien sûr. La journée sera très riche. On va la consacrer justement à ces thématiques qui, aujourd'hui, sont peut-être en passe de transformer l'univers des placements, l'offre de placement et peut-être aussi la façon dont les Français, les particuliers vont vouloir allouer leur épargne. On va profiter de ce sommet des retrouvailles pour déconfiner, en l'occurrence, les thématiques. On va parler des placements face aux évolutions macroéconomiques. Les politiques monétaires sont peut-être sur un point de bascule face à de possibles remontées de taux. Quelle croissance économique attendre demain? Comment adapter les portefeuilles boursiers? L'offre globale de placement à cette nouvelle donne réglementaire, macroéconomique et technologique. On va parler de tout cela pendant une petite heure. Pour en parler donc, 3 éclaireurs. Pascal Auclair à mes côtés. Bonjour Pascal. Alors prenez tous vos micros. Secrétaire général Pascal Auclair du groupe bonjour, Guillaume, bonjour La Française. Bienvenue Pascal. Bienvenue Gilles. Gilles Mouek également, le chef économiste du groupe AXA, responsable de la recherche d'AXA IM. Et Philippe Crevel qui nous accompagne aussi souvent à l'antenne. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Ancien conseiller parlementaire ministériel et aujourd'hui directeur du Cercle de l'épargne. Vous publiez de nombreuses études sur le comportement des Français face à l'épargne. Êtes-vous prêts? N'hésitez pas d'ailleurs à la fin de cette heure de débat et d'échange, n'hésitez pas à vous aussi poser vos questions à nos 3 débatteurs. Un micro circulera à la toute fin, donc n'hésitez pas tout à l'heure à prendre la parole. D'abord Gilles, tiens, un mot sur ce contexte macroéconomique, peut-être en plein bouleversement. Après la décennie molle que l'on vient de connaître, on entend parler à présent d'une possible décennie folle à venir, les années folles 2.0, nourries, dopées par les ruptures technologiques qui augmentent la productivité, les vaccins qui sont enfin là face au Covid, parce que, beaucoup de raisons qui peuvent laisser à penser qu'on entrerait peut-être dans des années folles de croissance. Est-ce que c'est votre scénario? Est-ce qu'on entre dans une décennie positive d'un point de vue macroéconomique? Merci Guillaume. C'est vrai que la thématique d'avant la pandémie était quand même une thématique dominante assez molle, assez pessimiste. La thématique dominante, c'était la stagnation séculaire. Donc cette idée que la productivité allait continuer à ralentir parce que le progrès technologique était lui-même trop lent, qu'en plus les contraintes démographiques allaient s'appliquer de plus en plus, essentiellement dans nos économies avancées, mais aussi dans les économies émergentes comme la Chine. Donc c'est vrai qu'avant la pandémie, le discours général était assez sombre, et comme je suis d'un naturel assez pessimiste, j'étais assez attiré par ces analyses-là. Et c'est vrai qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, on a l'espoir de quelque chose d'un peu plus positif. Pourquoi? Parce que cette crise de la pandémie a été un accélérateur de transformation absolument incroyable. Accélérateur de transformation sur l'intégration de nouvelles technologies. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé des solutions technologiques de niche qui étaient réservées à une toute petite fraction des salariés dans souvent des grands groupes internationaux en technologies de masse. On a aussi tout d'un coup habitué certaines catégories de la population qui étaient très réticentes à aller vers des solutions digitalisées, par exemple en matière commerciale. Et moi, je crois qu'il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Cette intégration de solutions technologiques de masse, elle est probablement maintenant complètement avec nous, elle restera avec nous dans les années qui viennent. Et puis, dernier élément, on parle beaucoup de cette fuite devant le travail aux États-Unis. Parce que ça pourrait être l'élément un peu négatif dans tout cela. Oui, certes, gain de productivité, accélération du progrès technologique, ou plutôt de l'intégration du progrès technologique dans l'économie, mais ralentissement du facteur travail. C'est vrai aux États-Unis, même si on y reviendra peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de si structurel que cela. Mais en Europe, et singulièrement en France, c'est l'inverse qui se passe. Je pense que l'une des lectures les plus roboratives de ces derniers mois, c'est l'information rapide de l'INSEE sur les chiffres de la participation au marché du travail en France au troisième trimestre 2021. Il y a une augmentation du taux de participation de toutes les classes d'âge au travail.
Et ça, dans un pays qui pendant des années a une approche très malthusienne du facteur travail, c'est quand même un élément extrêmement positif. Donc gain de productivité et une capacité peut-être plus grande qu'on ne pensait à compenser le ralentissement de l'arrivée sur le marché du travail de nouvelles générations par une augmentation des taux de participation, c'est effectivement une combinaison d'ingrédients plutôt positive. Donc, Gilles, je ne rêve pas, vous êtes plutôt optimiste pour la suite. Là, on rentrerait dans un trend séculaire plutôt favorable et de croissance plus soutenue qu'avant. Un potentiel de croissance pour nos économies développées plus soutenu qu'avant. Et je vous pose la question parce que de ce potentiel de croissance, de l'accès à l'emploi, va dépendre aussi le comportement des épargnants et des investisseurs demain. Vous êtes optimiste sur ce trend séculaire qui est peut-être aujourd'hui en train de se construire? En tout cas, pour moi, ce qui est possible, ce qu'il était moins il y a 2 ans, en tout cas, on pouvait le justifier un peu moins, c'est cette idée que la stagnation séculaire n'est pas forcément l'explication si centrale que cela, le modèle de croissance dans lequel on va vivre dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une explosion du potentiel de croissance. En France, on a quand même un certain nombre de contraintes, en particulier cette contrainte démographique qui va rester forte. Mais on a peut-être réussi à arrêter cette espèce de lente dégringolade de la croissance potentielle, de la croissance tendancielle. Et ne serait-ce que cela, ce serait pas mal. Sauf que, si tout va mieux dans l'économie, en tout cas si la croissance venait à perdurer sur des niveaux supérieurs à ce qu'elle était avant la crise, et si les prix continuent de monter comme on le voit aujourd'hui sur un certain nombre de matières premières, on imagine que les banques centrales ne vont pas rester inertes. On sort pour le coup d'une décennie de taux extrêmement bas, de politique monétaire ultra accommodante. Si l'avenir économique et plus souriant, les banques centrales vont-elles se montrer, elles, plus dures, remonter leurs taux? On entend qu'aux États-Unis, on anticipe désormais non plus 2, mais 3 hausses de taux dès l'an prochain, par exemple. Il y aura peut-être aussi ensuite la BCE. Est-ce qu'on entre là sur une bascule des politiques monétaires? Et là aussi, je vous pose la question, parce que l'univers de taux, évidemment, impacte fortement le rendement des placements. Oui, mais alors pour que ces perspectives de croissance peut-être un peu plus positives sur le moyen et le long terme se réalisent, il y a quand même une condition à remplir. Et cette condition, c'est de ne pas casser la machine de reprise avec un durcissement qui serait trop précoce des politiques monétaires, alors que l'une des réponses à la pandémie, c'était l'augmentation très forte de la dette publique et dette des entreprises. Et je pense que c'est quand même une contrainte qui va faire réfléchir les banques centrales dans leur vitesse de normalisation. Alors certes, nous faisons face actuellement à une accélération très vive des prix à la consommation. C'est d'autant plus spectaculaire que pour des gens de ma génération qui ont été baignés dans les publicités payées par l'État au début des années 80 sur la course en tête de la planche à voile française pour réussir à faire passer l'inflation en dessous de 5%. C'est très nouveau, on a oublié ça, le fait que parfois les prix augmentent. Mais moi je continue à penser qu'il s'agit essentiellement d'un phénomène transitoire. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu une explosion sans précédent de la demande de biens durables américaine. Juste un chiffre. Au 3e trimestre 2021, la consommation des ménages américains en biens est de 15% supérieure à celle qu'elle était avant la pandémie. Qu'il y ait eu, dans ces conditions-là, de vrais problèmes sur les chaînes de valeur, des disruptions, des goulets d'étranglement au niveau mondial, ça me paraît malheureusement parfaitement explicable. Et on commence à voir depuis quelques mois maintenant une normalisation de la composition de la demande américaine, un peu moins de biens durables, un peu plus de services. La pandémie est mieux gérée aux États-Unis, un peu plus de consommation de restaurants, un peu moins de consoles Nintendo. Si ça, c'est effectivement la direction du voyage dans les mois, dans les trimestres qui viennent, je pense qu'on pourra avoir des politiques monétaires qui certes vont commencer à se normaliser, mais peut-être un peu moins vite que ce que le marché est actuellement en train de pricer. Moins vite, moins forte, peut-être aussi cette normalisation monétaire, mais on sortirait de cette phase de baisse permanente des taux obligataires qui faisait monter le marché, qui apportait beaucoup de confort au marché financier, en tout cas au marché action, qui s'est nourri de ces baisses de taux pendant une bonne décennie là. Le fait que les taux ne viennent plus à reculer et qu'ils entament peut-être même une phase de hausse, est-ce que cela met en danger néanmoins le potentiel, d'après vous, des marchés actions? Est-ce qu'on risque de retrouver des problèmes au niveau de la valorisation des marchés, par exemple? Est-ce que certaines bulles pourraient même éventuellement éclater, ne serait-ce que parce que les taux en viendraient à progresser légèrement, mais peut-être doucement, mais sûrement, progression légère, mais progressive de ces taux obligataires?
En fait, si on essaie de comprendre l'évolution des indices boursiers depuis 5 à 10 ans, ce qui est véritablement frappant, c'est pas tant la contribution directe de la baisse des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt étaient déjà très bas, c'est plutôt cette injection de liquidité massive qui a été le résultat de ces politiques non conventionnelles des banques centrales. Pour aller vite, le QE. C'est le QE qui a provoqué ce second élan des marchés boursiers, qui les a fait résister, même pendant la phase aiguë de la pandémie. Or, ce qu'il est important de comprendre sur ce que les banques centrales s'apprêtent à faire, dans le cas de la Fed et dans le cas également de la BCE, c'est qu'on parle d'un ralentissement du rythme d'acquisition d'actifs par la Fed. C'est ça le tapering. Tant qu'il n'y a pas de réduction du bilan de la Fed, il n'y a pas de raison qu'il y ait de correction massive du marché action, parce qu'on ne retirera pas un quantum de liquidité très important. Donc, réduction du support, certes, mais correction, ça me paraît beaucoup plus difficile à établir, dans, en plus, un contexte de profit plutôt décent, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté du secteur des entreprises. Donc, qu'on ne gagne plus grand-chose, qu'on soit sans doute à peu près au pic, oui, mais moi, je n'arrive pas à voir comment, à moins qu'il y ait une accélération trop rapide de la normalisation des politiques monétaires, à moins qu'il y ait une erreur de politique monétaire dans les mois qui viennent, je ne pense pas que cette normalisation prudente soit compatible avec une correction du marché action. Et donc, quel message, comme directeur de la recherche aussi d'AXA IM, quel message est-ce que vous faites passer aux équipes de gestion qui, là, en ce moment, préparent l'allocation de 2022 ? L'un de mes principaux messages, c'est attention à ce pricing ultra agressif du marché actuellement sur les hausses de taux courts. Moi, ça me paraît toujours très frappant de constater que le marché pense qu'en 2022, il y aura à la fois hausse des taux directeurs de la Fed et de la BCE, que la Fed remonte ses taux l'année prochaine, certes, que la BCE le fasse, alors même que nous ne voyons absolument pas en Europe les mêmes dérives salariales que l'on observe actuellement aux États-Unis, ça me paraît beaucoup plus difficile à justifier. Donc attention à cette espèce de moment d'exubérance avec ces attentes de relèvement de taux directeurs pour 2022. Ça arrivera, je pense que c'est pour 2023, mais attention, je pense que là, le marché s'est un petit peu emballé. Face à tous ces défis, Philippe, vous venez de publier l'enquête 2021 au Cercle de l'épargne, l'enquête sur le comportement des Français. Les Français, la retraite, l'épargne, la dépendance. Quel comportement est-ce que vous observez de la part des Français dont on sait qu'ils ont accumulé, c'est vrai, beaucoup d'épargne pendant cette crise? Est-ce que ça change leur comportement? Alors c'est vrai que les Français, comme vous le dites Guillaume, ont épargné énormément pendant la période des confinements. 160 milliards d'euros en plus de ce qu'ils épargnent d'habitude. Donc on est sur des montants évidemment très conséquents, logiques. On les a empêchés de consommer. Donc ils ont épargné. L'épargne, c'est la renonciation à la consommation. Et puis deuxièmement, la crise sanitaire, c'est une première pour la plupart des ménages. Donc principe de précaution, principe de peur, on met de l'argent de côté. Ces 160 milliards d'euros ont été essentiellement mis sur deux types de placements. Un non-placement, c'est les comptes courants, les dépôts à vue. Plus 80 milliards d'euros sur les dépôts à vue de mars 2020 jusqu'à septembre 2021. C'est simple, avant la crise, les Français avaient 14 000 euros en moyenne sur leur compte courant. Après la crise sanitaire, enfin, à la fin de l'été, 17 000 euros en moyenne. Ça fait un total assez fabuleux de 509 milliards d'euros. Il faut savoir qu'avant la crise de 2008, on était à 200 milliards. Donc on voit qu'il y a une tendance extrêmement lourde et longue d'augmentation des encours des comptes courants. C'est lié en grande partie à la baisse des taux d'intérêt, au fait que les Français disent « à quoi bon placer ?» 31% des Français estiment que le compte courant est aujourd'hui un bon placement. Et on en voit évidemment la conséquence. Deuxième catégorie, extrêmement logique en période de crise, ça a été évidemment les livrets au sens global du terme, avec deux composantes, le livret A, plus 40 milliards d'euros depuis le début de la crise sanitaire, et les livrets bancaires, rémunération moyenne des livrets bancaires,
Les derniers résultats de la Banque de France, c'est 0,09%. Donc on voit bien que ce n'est pas le rendement, évidemment, que recherchent les Français, c'est la sécurité et la liquidité. Pour le livret A, 0,5% de rendement, pareil, c'est pas évidemment la rentabilité qui est recherchée en la matière. Et en plus, avec les hausses de prix, le rendement réel est plutôt négatif. Le rendement réel, évidemment, depuis la remontée de l'inflation, on est sur des rendements réels négatifs, fortement négatifs. C'est vrai, c'est un phénomène un peu nouveau. On flirtait depuis quelque temps avec le zéro. Maintenant, on est vraiment en territoire négatif. Ça n'a pas, pour le moment, de conséquences. Alors justement, on a sondé les Français sur « vous avez un stock d'argent, qu'est-ce que vous voulez en faire dans les prochains mois ?» Pour le moment, on va dire qu'il y a l'attentisme. On a fait notre stock, on va essentiellement le maintenir. Ça, c'est 43% des Français, en se disant on le maintient en état et on va voir ce qui se passe. Les dernières annonces, ou celles qui vont avoir lieu ce matin, risquent de conforter ce positionnement. Annonce sanitaire. Ouais. Après, il y a la catégorie des Français qui se disent en fait, ça ne va pas du tout. Il faut épargner davantage. Ça, il y a à peu près 23% des Français qui disent il faut encore épargner plus. Il y a la catégorie de ceux qui disent il faut dépenser parce que maintenant on a suffisamment d'argent, il faut se faire plaisir, vingtaine de pourcents. Et on a une petite partie qui se dit c'est le moment de faire la réallocation vers le long terme. 12%. Et de prendre du risque, enfin prendre un peu plus de risque. Alors, vous allez me dire, c'est assez décevant comme résultat. Après, il faut regarder un peu plus dans le détail. Ceux qui ont épargné le plus, essentiellement les cadres, les CSP+, sont ceux qui sont évidemment les plus disposés à aller sur le long terme et à consommer. Les jeunes qui ont été épargnants, parce qu'on a l'image du fait que les jeunes ont énormément souffert de la crise. J'en doute pas, il y en a eu un certain nombre, mais si on prend sur le sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP, les jeunes ont été les épargnants les plus importants en proportion au sein de la population. C'est normal, ce sont eux qui ont vu leur habitude de vie profondément modifiée par les confinements. Évidemment, les jeunes sont aujourd'hui disposés soit à reconsommer, soit à réallouer sur des produits de long terme. Enfin, on voit quand même, l'investissement en bourse qui a explosé. Là. Il y a énormément de nouveaux investisseurs en bourse depuis le début de la crise Covid. On voit le succès du PER, le plan d'épargne retraite. C'est aussi d'une certaine façon, avec une autre philosophie, mais c'est aussi de l'investissement en bourse. On a quand même des signaux d'amour du risque là, qui seraient en train de remonter quand même auprès d'un certain nombre de Français, Philippe. Oui, et c'est vrai que il y a l'analyse mass market globale. Après, quand on descend plus finement sur les chiffres, on voit que cette crise n'a pas été vécue de la même façon que les précédentes. Quand on regarde les statistiques, par exemple, de l'autorité des marchés financiers, 400 000 nouveaux actionnaires au cœur du premier confinement. 400 000. 400 000. Depuis, il y en a plus de 700 000 qui sont arrivés sur le marché action. En règle générale, en 2008 et en 2000, dès qu'il y avait une crise, c'était on sort rapidement des marchés actions. Le nombre de PEA était passé de 7 millions à 3 millions donc en 2008. Or là, on a vu l'inverse. Le nombre de PEA a augmenté en 2020 pour repasser enfin au-dessus de la barre des 4 millions. Il y a eu, au cœur du mois de mars-avril, des Français qui se sont dit il y a des bonnes opérations à faire sur le marché action. C'est le moment de rentrer. Donc c'est un changement de comportement, de vision du marché action chez les Français. On voit ça également sur les unités de compte pour les contrats d'assurance vie, où c'est simple. Avant les crises, en général, on était aux alentours de 30-35% et on passait à 7-8% pour la collecte en UC au sein de la collecte donc de l'assurance vie. Là, alors c'est vrai que les assureurs ont fait le travail pour faire un peu pression, mais on est resté autour de 35-38% au cours de l'année 2020. Et tu as parlé, Guillaume, du plan d'épargne retraite, produit de long terme, avec la gestion pilotée qui a été mise en gestion par défaut. Et là, les Français ont répondu présent.
plus de 2 millions de souscriptions de PER. Certes, il y a du transfert venant des contrats Madelin, des EPERP, mais quand même 2 millions de nouveaux PER. En 2 ans, non, en 1 an là. Alors, 1er octobre 2019 pour le début de commercialisation, rentrée vraiment en 2020. Et donc, 2 millions, en cours 23 milliards sur simplement le volet individuel. Si on met le volet collectif, on arrive à près de 40 milliards. Donc on est sur un produit qui a réussi à rentrer sur le marché dans une période extrêmement tourmentée qui lui était profondément défavorable. Donc on voit quand même qu'il y a des signaux qui changent, et en particulier chez les jeunes, on constate que la proportion parmi les moins de 35 ans d'actionnaires a doublé entre 2018 et 2021. Et là, il y a un vrai changement de comportement. Les jeunes se disent que pour trouver en fait du rendement, c'est pas sur le fonds euro, c'est pas sur le livret, mais qu'il faut prendre des risques. Et là, il y a un vrai changement. Ce sont vos futurs clients, hein. Et l'intérêt de l'investissement en bourse, c'est qu'il éduque, c'est qu'il apporte une forme d'éducation financière. Ce sera intéressant de voir quel impact ça aura sur l'investissement à long terme des Français quand cette génération, les millennials, la génération Z ensuite finira par prendre le pouvoir et détiendra les principaux patrimoines. Quel impact ça aura sur l'allocation du patrimoine pour une majorité de Français, cette génération plus mobile, plus agile, qui a peut-être un peu moins peur aujourd'hui du risque. Le PER, est-ce qu'on peut expliquer son succès aussi par une moindre confiance dans l'État? On sait qu'il va y avoir une réforme des retraites, peut-être dans quelques mois. On verra ce que sera le résultat de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'il y a une philosophie du « aide-toi, le ciel t'aidera » qui est en train de monter aussi chez les épargnants pour préparer leur avenir? Selon la dernière enquête réalisée par le Cercle de l'épargne, 63% des Français estiment que le système de retraite tel que on le connaît à l'heure actuelle fera faillite. 63%. C'est exagéré. Le système ne peut pas faire faillite. On a un système par répartition, mais c'est le ressenti, l'appréciation, 63%. Deuxièmement, quand on pose la question aux Français, est-ce que votre pension est ou sera suffisante pour vivre correctement demain? 61% disent non. Alors après, une fois qu'on a fait ce tableau assez négatif, on pose la question aux Français, est-ce que vous voulez réformer le système? Majoritairement, les Français, on le voit à travers les études depuis plusieurs mois, c'est non. Est-ce que vous voulez reporter l'âge de départ à la retraite? C'est non. Est-ce que vous voulez épargner pour la retraite? Ah, là, c'est quand même encourageant, c'est oui. Plus de 57% des Français estiment qu'il faut épargner pour sa retraite. Après, c'est de mettre, évidemment, les produits qui correspondent à un placement long. Évidemment, de temps en temps, ils peuvent être capables de répondre que le livret A ferait l'affaire. Mais, malgré tout, sur le PER lancé donc le 1er octobre 2019 est connu aujourd'hui par un tiers de la population. Si on descend un peu plus finement, si on regarde sur les cadres, professions libérales, indépendants, on arrive sur un taux de connaissance supérieur à 40%. Avec, question évidemment importante, est-ce que vous êtes prêts, ou est-ce que vous l'avez déjà fait, de souscrire à ce type de produit? Là, pareil, pour ceux qui en ont entendu parler, qui le connaissent, il y a plutôt une appétence assez forte qui dépasse 30%. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise en compte de la nécessité de placer de l'argent à long terme pour se constituer un supplément de revenus ou de capital, parce que tel est l'objet en fait du PER, en vue de la retraite. Vous nous direz tout à l'heure ce que les rendements réels désormais de plus en plus négatifs avec ces indices d'inflation qui se multiplient, ce que ces rendements réels pourraient provoquer pour l'assurance vie. Vous nous le direz tout à l'heure, et notamment l'avenir des fonds euros dont les rendements moyens vont paraître cette année encore plus bas. En tout cas, en termes de ressenti, vous nous expliquerez tout cela tout à l'heure. Pascal, vous observez aussi tous ces enjeux sous le très impératif prisme du contrôle des risques. Très impératif, bien sûr, pour toute société d'investissement. Quel regard est-ce que vous portez sur ce nouvel environnement macroéconomique qui se met en place? Alors, je déduis des propos de Philippe qu'il va falloir qu'on fasse montre d'énormément de pédagogie sur la notion de risque. Parce que tous ces jeunes actionnaires qui arrivent sur le marché vont avoir devant eux des phénomènes extrêmement volatiles, je pense. Voilà, donc gros travail de pédagogie sur le risque. Nous, on porte objectivement, et je rejoins en cela ce qu'a dit Gilles, un regard assez constructif sur l'environnement. Je ne veux pas redire, mais environnement de croissance plutôt raisonnable, peu inflationniste, même si on a une normalisation des prix, et
avec des phénomènes de rupture qui peuvent se produire, des risques extra-financiers qui vont apparaître, mais quand même des cycles boursiers qui sont soutenus pour nous beaucoup par la hausse de la profitabilité. C'est un phénomène très important, on parle beaucoup des banques centrales, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la hausse de la profitabilité des entreprises, en particulier en Europe, qui est un phénomène qui a largement soutenu les bourses cette année. Donc plutôt un regard constructif. Et puis ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on croit qu'on va rester dans un environnement de taux durablement bas. Et là, je rejoins aussi ce que disait Gilles, c'est-à-dire que je pense que les anticipations de normalisation monétaire, elles sont aujourd'hui trop hâtives, trop violentes, et qu'elles vont se produire sur au moins une décennie. Et je pense être trop sage en disant une décennie. Donc cet environnement de taux durablement bas, il va continuer à comprimer les rendements, les primes de risque de l'ensemble des actifs. Et donc, on va rester dans cet environnement où on a des prix, des valorisations qui sont élevées, des primes de risque qui sont basses. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut être risk-off? La réponse est non, clairement non. D'un point de vue fondamental, je vous ai expliqué pourquoi en 2 mots, et aussi parce que c'est validé par nos modèles économétriques qui disent qu'aujourd'hui, si on veut avoir du rendement, il faut aller se positionner sur des actions mondes, sur du high yield, sur des dettes subordonnées financières, et évidemment pas sur des dettes gouvernementales. Alors quand on dit ça en général. Il faut bien évidemment l'adapter au cadre de risque de chacun des investisseurs. Et selon qu'on parle d'un investisseur retail ou d'un investisseur institutionnel, évidemment, c'est ce cadre de risque qui va faire la différence dans l'allocation. Vous dirigez donc le contrôle des risques pour le groupe La Française. C'est peut-être l'occasion d'expliquer ce que le long terme signifie aujourd'hui en 2021. Face à toutes les ruptures qu'on évoquait, technologiques, macroéconomiques, peut-être monétaires, on verra. C'est quoi le nouvel horizon long terme d'allocation d'actifs nécessaire à vos yeux ? Je vais faire un peu de provocation. Si on parle de long terme aujourd'hui, et si on veut inclure les ruptures auxquelles vous fait allusion Guillaume, c'est-à-dire les ruptures, par exemple, technologiques ou climatiques, c'est de 2100 qu'on parle. Sinon l'horizon est trop court. Donc c'est un horizon très long. C'est un horizon qui est un peu plus long que celui des investisseurs institutionnels, mais c'est un horizon qui peut matcher, par exemple, celui des investisseurs retail intergénérationnels. Par exemple, quand un client fortuné veut transmettre son patrimoine, finalement, c'est sur cet horizon-là qu'il se positionne. Et c'est en tout cas celui sur lequel on peut parler de ces ruptures dont on parle, et en particulier de la plus importante d'entre elles, qui est la rupture climatique, sur laquelle on travaille énormément à la française. Alors, pourquoi on pense à ces phénomènes de rupture ? Tout simplement parce qu'on pense qu'on est à la fin d'un cycle qui est un cycle très long, qui a pris sa racine quelque part à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce cycle, il était évidemment un cycle de croissance, assis sur une forte consommation énergétique, d'énergie bien sûr très, très carbonée, beaucoup de volatilité sur les prix et puis des tensions géopolitiques très, très fortes dans le monde générées par ce besoin en énergie carbonée, et qu'on est certainement à l'aube d'un nouveau cycle de croissance positive, je l'ai dit, plus durable, moins volatile sur les prix et certainement moins carboné. Et donc, si on veut positionner une allocation d'actifs sur un horizon qui est celui-là, et en intégrant ces phénomènes de rupture dont je vous parle, et en particulier ces ruptures climatiques, on est obligé d'intégrer le fameux facteur climat pour pouvoir faire une allocation qui prenne en compte le risque extra-financier qui est attaché au climat. Et donc pour faire ce travail-là, vous comprenez bien que comme on fait ces travaux, qui sont des travaux extrêmement ambitieux depuis seulement quelques années, les premières études sérieuses sur l'intégration du facteur climat dans le prix des actifs sont des études qui datent de 2016, donc ça a 5 ans, c'est tout récent. On ne peut absolument pas travailler sur des historiques. Ça ne fait pas de sens puisqu'on est dans un phénomène de rupture. Et donc on est obligé de faire que de l'analyse prospective, ce qui est évidemment extrêmement complexe, ambitieux et pétri de beaucoup d'incertitudes. Alors à la française, on utilise un modèle d'allocation d'actifs qui est un modèle qu'on appelle modèle facteur climat, qui prend en compte tout ça, qui se déroule en 4 étapes. Je vais essayer de vous le décrire très très simplement pour ne pas vous assommer et pour rester à peu près pédagogique. La première étape s'appuie sur les scénarios sociaux démographiques qui sont produits par des scientifiques, climatologues, le GIEC en particulier.
les fameux SSP qui vont de 1 à 5. Pour faire très simple, le 1, c'est le plus vertueux, qui respecte les objectifs de développement durable et qui donc des Nations Unies et qui évidemment vise une économie qui croît faiblement et avec un minimum de carbone. Le SSP2, c'est le business as usual. C'est celui dans lequel on fait des efforts, mais ils ne sont pas suffisants. Et le SSP5, c'est au contraire de très fortes tensions géopolitiques produites par une croissance qui reste très carbonée et très élevée. Donc déjà, on a ces scénarios desquels on va déduire le nouveau paradigme des fondamentaux. Donc cette fois plus classique, monétaire, économique, masse monétaire, inflation, croissance. Ça, c'est la deuxième étape. Et à partir de ces fondamentaux, on va définir les trajectoires de performance des différentes classes d'actifs, cette fois toujours en forward-looking et en prospective. Et on utilise toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire que non seulement on est forward-looking, mais on utilise les classes d'actifs traditionnelles, mais également l'immobilier pour avoir un maximum de diversification. Et enfin, dans une dernière étape de ce modèle, de façon totalement agnostique et sans fixer de probabilité à ces trajectoires de performance, on va construire un portefeuille dont on va optimiser le risque en partant du principe qu'on veut rester dans le schéma où on a le minimum d'impact négatif de ces scénarios qui peuvent être très stressés. Voilà. C'est la méthode que vous suivez pour essayer de rationaliser une vision à horizon aussi lointain que l'horizon 2100. Exactement, exactement. Alors pour se challenger un petit peu, ce qu'on a fait, c'est ça paraît extrêmement théorique tout ça. Alors, quelques précautions quand même, hein. Ce qui compte, c'est plus la démarche que les résultats, parce que vous comprenez bien qu'on avance en marchant dans un schéma comme ça, sous le regard bienveillant de mes collègues. Donc, c'est vraiment la démarche qui est importante, c'est pas les chiffres qui comptent. Mais je pense que c'est la bonne démarche pour se projeter dans l'avenir. Et puis, quand on rétropole un exercice comme ça, sur les 25 dernières années, par exemple, qu'on regarde le résultat de ce modèle et qu'on le rétropole, on s'aperçoit qu'on retombe sur le SSP5. C'est plutôt rassurant, ça valide plutôt la démarche. On a définitivement passé 3 décennies dans des économies croissantes et très carbonées. Alors, c'est assez logique en termes de résultats, hein. Le SSP1 donne des résultats d'allocation d'actifs assez agressifs, avec beaucoup d'actions. Le SSP5, au contraire, donne des allocations défensives. Mais vous l'aurez compris, ce qui compte, c'est qu'on puisse vraiment se projeter avec pas mal d'humilité à l'avenir, avec des modèles qui soient des modèles disruptifs par rapport à tout ce qu'on a pratiqué historiquement ici autour de cette table. On est dans une époque de pionniers, hein. Vraiment, c'est vrai que ce sont de nouveaux modèles que l'on doit bâtir, que l'on doit construire par rapport à ces enjeux qui deviennent des nécessités, enjeux climatiques, vous l'avez cité. Gilles, AXA, vous êtes le chef économiste d'AXA, assureur, le long terme, c'est votre benchmark habituel, Gilles. On parle toujours d'impact du réchauffement, puis il y aura aussi l'impact de la transition énergétique. On arrive à chiffrer le coût de tout cela, l'apport aussi à la croissance de la transition chez AXA ? Moi, je trouve que la notion de coût, lorsqu'il s'agit de la lutte contre le réchauffement climatique, est une notion extraordinairement ambiguë. Et je vois circuler un peu partout des chiffrages énormes de trillions de dollars qui devront être dépensés pour maintenir le réchauffement climatique dans des limites raisonnables. Deux points là-dessus. Le premier, c'est que l'alternative n'est absolument pas envisageable. C'est-à-dire que quand bien même la lutte contre le réchauffement climatique aurait un coût extrême, il n'existe actuellement aucune estimation, même la plus pessimiste, du coût économique de la lutte contre le réchauffement climatique qui soit supérieure à l'estimation la plus optimiste du coût de ne rien faire, c'est-à-dire de laisser le monde se réchauffer tout doucement vers 3, vers 4 degrés. Ça a été dit par plusieurs de mes prédécesseurs, mais un monde à 3 ou 4 degrés de plus en 2100 n'est ni assurable ni investissable. Premier point. Donc cette notion de coût, il faut la regarder d'une manière relative. J'ajoute que ça, c'est un impact sur notre allocation d'actifs. Parce que si vous partez du principe qu'il n'est pas envisageable de laisser le réchauffement climatique se dérouler sans mitigation, ça veut dire qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'actifs qui sont des actifs échoués, qui ne survivront pas à quelque scénario que ce soit de lutte contre le réchauffement climatique. Et ça explique par exemple la politique d'AXA en matière d'engagement dans le pétrole et dans le gaz. On ne sort pas du secteur, mais on essaie de sélectionner à l'intérieur de ce secteur les entreprises qui nous paraissent pouvoir survivre à leur propre transition
et à sortir de celles qui malheureusement n'y parviendront pas. Premier élément. Deuxième élément, sur le coût. On mélange dans le coût des choses qui vont réduire le PIB et des choses qui vont le faire monter. Alors qu'est-ce qui va faire réduire le PIB? Les taxes carbone, soit sous forme de prélèvement sur la consommation des ménages, soit sous forme de prélèvement aux frontières. Ça m'amuse souvent cette idée, ceux qui hurlaient contre les actes de Trump en matière de guerre commerciale, et je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas ce que faisait Trump, soyons clairs, mais sont les mêmes qui aujourd'hui sont des supporters absolus de la taxe aux frontières. Ils ont raison d'être des supporters de la taxe aux frontières, mais l'impact sur la consommation des ménages, l'impact sur le pouvoir d'achat est le même. C'est un impact négatif. Un impôt de cette nature-là est payé par ceux qui le payent, je suis désolé, donc par les consommateurs des pays développés. Donc ça, c'est négatif pour le PIB. Mais en même temps, on a un effort d'investissement massif. Et c'est ça que je trouve extraordinairement intéressant dans la manière dont de plus en plus de gouvernements envisagent la transition énergétique, de moins en moins sous l'angle exclusif de la taxation et de plus en plus sous l'angle de l'adoption d'une transition énergétique qui va se traduire par une augmentation énorme de l'investissement. Alors regardez les programmes de nouvelle génération de l'Union européenne. Et là, en la matière, je trouve que l'Europe va beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sérieuse que la plupart de nos concurrents, en particulier que les Américains. Les programmes actuels de nouvelle génération vont se traduire par une augmentation des investissements en France, en Italie et en Allemagne, entre 2 et 6% par an d'ici à 2026. C'est énorme. Ça aura un impact positif sur la croissance. Alors, pour répondre à la fin à votre question, il faut quand même rester humble sur la séquence des événements. Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par le sympa. On va commencer par les programmes d'investissement. Donc, on aura un effet positif sur la croissance pendant quelques années. Mais de plus en plus, on va découvrir qu'il n'y a pas de transition climatique qui fonctionne sans bâton, sans taxe carbone, sans augmentation tendancielle du prix du carbone. Et ça finira malheureusement par avoir un impact net négatif sur la croissance. Et je pense qu'on a quelques années devant nous pendant lesquelles peut-être l'effet net sera légèrement positif. Oui. Et les hausses de prix qu'on observe sont en partie dues quand même aussi aujourd'hui à la transition et au coût de la transition. C'est l'apéritif, c'est le tout premier signal du coût de la transition énergétique aussi que l'on voit à travers la hausse des matières premières, la hausse des coûts des matières premières. Je pense qu'il y a deux choses. Pour moi, essentiellement, ce qui se passe sur le coût des matières premières, c'est quand même la rencontre d'une réaugmentation très forte de la demande avec une offre qui est cartellisée. N'oublions pas que sur le gaz et le pétrole, on n'a pas du tout un marché atomisé normal. Donc il y a derrière le comportement de l'OPEP, il y a le comportement des Russes. Mais il y a aussi des effets un peu étranges et contre-productifs de certains choix énergétiques qui ont été faits dans certains pays européens il y a quelques années. La dépendance très forte du gaz, en Allemagne en particulier, est une des conséquences de la forme qu'ils ont choisie de décarbonisation, avec certes un développement très important des énergies renouvelables, mais en sacrifiant le baseload nucléaire en particulier. Est-ce que tout ce que vous nous dites l'un et l'autre, signifie que toute allocation d'actifs doit désormais prendre en compte ces questions environnementales, ces questions d'investissement responsable également? Est-ce que ça doit être l'alpha et l'oméga aujourd'hui d'une allocation d'actifs, ou est-ce qu'on peut, Pascal, garder encore un peu de liberté dans ses choix d'investissement? Alors, vous avez compris que je considère que les risques de durabilité, ils ont exactement la même importance que les risques financiers qu'on a appris à gérer depuis plusieurs décennies. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, et Gilles l'a très bien expliqué, on n'a pas le choix de ne pas faire. Je pense que la prise en compte de ces risques de durabilité, elle est vraiment complètement déterminante. Et le régulateur européen va nous y aider, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui se sont intéressés un peu aux réglementations SFDR, taxonomie et autres joyeusetés dont l'Europe a le secret, nous n'avons plus le choix et nous allons devoir discloser, c'est-à-dire identifier dans nos portefeuilles, rapporter à nos clients, rapporter aux régulateurs l'ensemble de ces risques de durabilité, les KPI, c'est-à-dire les indicateurs qui nous servent à les mesurer, et les suivre dans le temps et justifier de l'ambition de nos produits. Les plus ambitieux des produits, pour ceux qui ne connaissent pas, sont classifiés articles 8 et 9 par les règlements européens. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure comment on peut optimiser une allocation d'actifs avec un facteur climat.
on peut aussi proposer des gammes entières de produits qui sont des produits qu'on appelle verts, si on veut faire simple, mais qui sont des produits vraiment avec des caractéristiques extra-financières extrêmement élaborées et qui financent soit la transition des secteurs d'activité traditionnels, soit les activités de transition, soit les activités disruptives qui permettent d'accélérer cette transition énergétique. Donc chez nous, on a considéré que c'était un objectif absolument nécessaire que de positionner l'ensemble de notre gamme valeur mobilière, en tout cas toute la partie qui est une partie ouverte à multi-clients dans cet axe-là. Donc 100% de nos fonds valeur mobilière ouverts au public seront durables à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire classés soit en article 8, soit en article 9. Et une grande partie de tout ça est en article 9 avec un objectif climatique extrêmement affiché qui sera suivi, contrôlé, calculé et qui vise à ce que ce qu'on appelle la trajectoire de température du portefeuille, c'est-à-dire caractérisée par son quota d'émissions de gaz à effet de serre, soit en dessous de 1,5, qui est le niveau des accords de Paris. Et ça vous coûte combien tout ça? Parce qu'il faut Très quand même... cher. J'imagine il faut de la data aussi pour garantir en effet qu'on n'est pas dans le greenwashing et que les investissements ont un impact favorable. Il va falloir de plus en plus de data d'ailleurs. Et sécuriser la data, Pascal. Vous êtes à la tête du contrôle des risques, c'est aussi un enjeu en termes de risque? Alors, j'entends bien, hein, j'entends bien. Alors, juste un petit détail quand même. On gère pour le compte de clients. Hein, donc ce que je vous dis, c'est notre conviction de société de gestion. On a en face de nous des clients dont l'appétence à l'ESG peut être assez distincte d'un client à l'autre. Hein. Et donc, quand on gère pour le compte de clients, on s'adapte à ces clients. Et puis, la moitié de nos encours sont constitués d'actifs immobiliers, vous le savez. Et sur le secteur immobilier, ben, ma foi, là aussi, on est obligé de s'adapter parce que le taux de rotation des actifs immobiliers dans les portefeuilles, ce n'est pas celui des actions dans un portefeuille action. Et donc, on a besoin, là, de décennies pour adapter notre patrimoine immobilier, même si sur nos acquisitions nouvelles, on a une charte ESG et des audits ESG extrêmement sérieux. Alors des data, il en faut, et je ne vais pas vous assommer avec ça, mais il en faut, et ce sont des budgets considérables. Et il ne faut pas que des data d'ailleurs. Hein. Le patron de l'équipe qui encadre l'allocation d'actifs que je décrivais tout à l'heure, c'est un ex-climatologue armé de 5 ingénieurs qui font ça toute la journée. Voilà, donc c'est une équipe qui est une équipe dédiée, qui a un coût. Il faut des techniciens ingénieurs de très haut niveau. Il faut des juristes, il faut des compliance officers, il faut des data scientists, il faut des budgets de data providers. C'est colossal, mais c'est obligatoire et impératif, vraiment. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Très cher. Philippe, est-ce qu'on peut imaginer que les petites sociétés de gestion, les petits acteurs de l'asset management résisteront justement à ces coûts, parviendront à rester dans le game, dans le jeu, même s'il va falloir de plus en plus investir en effet dans de nouvelles expertises face à ces enjeux qui montent en puissance? Est-ce que les petits vont pouvoir résister et survivre? C'est vrai que le marché aujourd'hui de l'asset management, des sociétés de gestion, est un marché qui est évidemment confronté à une série de défis. On a parlé à juste titre du défi environnemental qui exige évidemment de la recherche, de l'analyse, des spécialistes, des compétences. On a évidemment le défi du numérique, du digital, qui rebat la carte et qui a permis justement ces dernières années l'émergence de nouvelles sociétés de gestion, les fintech, également liées à la possibilité de se passer des anciens réseaux de distribution. Et donc, il y a toute une industrie qui s'est mise en place, on va dire, complètement numérique. Mais on voit bien que, justement, il faut structurer, il faut évidemment incorporer de plus en plus les données, que ça a des coûts. Et donc, on peut imaginer dans les prochaines années à la fois une très vive concurrence, donc la possibilité pour des structures, on va dire, un peu différente d'Amundi, d'AXA, de BNP Paribas, la française, de se créer des places. Parce qu'on est dans un monde en changement. Il y a la blockchain qui arrive. On n'a pas parlé, évidemment, de tout ce qui est crypto-actif. Je ne parle pas de crypto-monnaie parce que ça, les banques centrales n'aiment pas le terme, à juste titre. Mais on est évidemment aujourd'hui sur un monde de rupture qui permet à des nouveaux entrants de se faire une place, tout en sachant que les contraintes techniques réglementaires aboutissent quand même, c'est vrai, à un moment donné, à une structuration des marchés. On est dans une phase d'entre-deux en la matière.
Tout à l'heure, vous nous livrerez chacun d'entre vous votre vision de 2030 dans vos domaines respectifs. Les placements en 2030, ce sera quoi? L'univers macroéconomique en 2030, ce sera quoi? Pascal, l'immobilier de demain aussi, puisque vous êtes très investi sur l'immobilier. D'abord, les fonds euros. Est-ce qu'il y en aura encore en 2030? Non, mais les fonds euros face à, c'est vrai, ces chiffres très spectaculaires d'inflation, les rendements des fonds euros moyens qui ont déçu ces dernières années, qui pourraient encore décevoir cette année. Est-ce qu'on est là sur... l'heure de vérité pour les fonds euros, avec ces prix, cette inflation qui s'accroît, est-ce que ça peut être le coup de grâce en ce moment pour l'attractivité des fonds euros, d'après vous, Philippe? Les fonds euros, aujourd'hui, ça représente quand même 80%, un peu moins de 80% de l'encours de l'assurance vie. Donc il ne faut quand même pas dire que c'est terminé. Ce serait quand même... La collecte. La collecte. Alors la collecte, on est encore sur une collecte de 65%, 67%, 2/3 de la collecte de l'assurance vie, ça reste les fonds euros. Les fonds euros ont encore une utilité. Premièrement, parce qu'il y a la garantie en capital qu'offrent les fonds euros. C'est une sécurisation d'une partie de l'épargne des ménages. On y est très attaché en France. Et je ne pense pas que du jour au lendemain, on pourra passer à 100% en unité de compte. Il y a quand même une véritable tradition et une véritable expertise également en la matière des compagnies d'assurance, des gestionnaires, pour fabriquer un produit avec une garantie de capital. Après, c'est évident qu'avec les taux d'intérêt que l'on connaît depuis maintenant 7-8 ans, il est évident que cela remet en cause le modèle qu'on avait dans les années 90, quand on pouvait offrir du 4,5%, du 5% sur des fonds euros. C'était, je dirais, atypique d'ailleurs, si on réfléchit bien. Vous n'avez aucun risque et on vous rémunère mieux que sur tous les autres produits, que l'immobilier, que les actions, etc. C'était atypique, c'était lié à une période où l'inflation avait fortement baissé et les taux n'avaient pas suivi aussi rapidement la désinflation qui avait été instituée, qui s'est instituée à partir des années 80. Et donc, je dirais que c'était un moment exceptionnel et qu'à la limite, c'est un peu poussé, parce qu'évidemment, là, on est dans un phénomène historique de taux très bas, mais je dirais qu'on est plus dans une logique. Ce qui est rémunéré, c'est la prise de risque, c'est la logique économique. Si vous voulez une garantie en capital, il faut en payer le prix. Le prix, c'est le prix de cette garantie. C'est un service qu'on offre, en fait, aux épargnants, de leur dire « Ah, on vous garantit un certain montant de capital, mais acceptez évidemment le fait que l'argent ne soit pas rémunéré. » Sur la question des taux, Guillaume, évidemment que les fonds euros ont une certaine inertie. Les actions, les obligations qui ont été achetées, les 10 dernières années arrivent à terme, sont remplacées par des obligations qui sont moins bien rémunérées. Donc, il est sûr que le processus de baisse de rendement des fonds euros qu'on connaît risque de se poursuivre pendant un certain temps, que le fait que la remontée des taux sur les fonds euros, qui sont des tankers, ça va prendre un peu de temps, même si les taux d'intérêt remontent. Et il faut souhaiter qu'ils ne remontent pas brutalement pour ne pas mettre sous tension. Sapin 2. Certains disent sapin 2, parce qu'évidemment, s'il y avait un choc obligataire, le problème de la garantie en capital avec des obligations qui ne perdraient une grande partie de leur valeur, pourrait obliger les pouvoirs publics de geler un certain temps donc la gestion des fonds euros et des contrats d'assurance vie. On n'en est pas là. Les banques centrales regardent ça de manière très attentive pour éviter évidemment un effet taux qui mettrait en ébullition l'ensemble de la sphère financière. Le rapport de force entre fonds euros et unités de compte, vous le voyez continuer d'évoluer quand même de plus en plus en faveur des unités de compte. Dans la collecte, en moyenne, aujourd'hui, les unités de compte, c'est 30% de l'assurance. C'est 37-38% de la collecte. Donc on était à une vingtaine de pourcents il y a 3-4 ans. Il est évident qu'on va aller vers certainement un rapport 45-55 dans les prochaines années à court terme. On voit que sur le PER, qui est un produit de long terme, avec une gestion pilotée, on est à peu près à 50-50 fonds euros, unités de compte. Donc on va dire que la ligne d'horizon, elle est là, c'est 50-50 à moyen terme.
Gilles, on sait le rôle que jouent les fonds euros aussi pour le refinancement de la dette française. Si la collecte en fonds euros cesse de progresser, vient à diminuer, c'est déjà le cas un peu, est-ce que vous pensez que ça pourrait finir par poser un jour un enjeu sur la maîtrise par la France de sa dette? Est-ce que c'est un enjeu de souveraineté aussi, le fonds euro? Je ne suis pas très inquiet. AXA n'est pas très inquiet. Je ne suis pas très inquiet. D'accord. Pour plusieurs raisons. La première, ça a très bien été dit par Philippe, on parle d'évolution, somme toute, lente. Il y a une demande structurelle de fonds euros qui continue, avec une collecte qui a quand même été très forte l'année dernière. Donc, à court terme, on n'est pas force un mur, une falaise du côté des fonds euros. Deuxième élément, sur la dette publique française, et c'est plus général dans la zone euro, il ne faut pas oublier une chose quand même centrale, c'est que, c'est le cas de le dire, c'est qu'une grande partie de la dette publique émise depuis le début de la crise pandémique est actuellement détenue par la Banque Centrale Européenne. Et que cette Banque Centrale Européenne va probablement conserver cette dette publique sur son propre compte pendant très longtemps. Pendant 5, 6, 7, 8 ans, peut-être même plus. Et que le marché obligataire français, mais comme tous les marchés obligataires européens, et américains aussi d'ailleurs, fonctionne de manière un peu fictive. C'est-à-dire que la dette publique qui s'établit à peu près à 100% du PIB, vous n'avez pas 100% sur le marché parce que vous avez à peu près un tiers qui est parqué quelque part du côté de banques centrales qui le réinvestissent régulièrement. Et tant que les banques centrales ne font pas ressortir, ne réouvrent pas les vannes et remettent sur le marché ces obligations, on fonctionne en fait avec une dette publique qui n'a pas beaucoup bougé depuis 2019. Donc attention, quand on pense à ça, la soutenabilité est quand même très, très encadrée. J'ouvre une parenthèse. Je suis atterré, c'est le cas de le dire, par un certain débat français autour de l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale. Un, c'est illégal, c'est contraire au traité européen. Et en deuxième lieu, on peut faire des choses très sympathiques, très techniques, avec ce que font déjà actuellement les banques centrales. On n'a pas besoin d'aller vers ces choses spectaculaires, politiquement invendables en Allemagne d'annulation de la dette publique. On peut la gérer dans le temps tranquillement par l'action normale des banques centrales. Deuxième élément, si, en revenant à nos premiers points, si la bonne surprise, entre guillemets, de cette crise pandémique, c'est qu'on a fini par arrêter ce ralentissement de la croissance potentielle française et qu'on peut espérer une croissance potentielle à 1,2, 1,3% pour les 10, 15, 20 ans qui viennent, avec des gains de productivité, avec un taux de participation des ménages qui augmente et une inflation qui s'établit autour de l'objectif de la BCE à 2%, on a un PIB nominal qui progresse à plus de 3%, ça nous donne quand même une capacité à absorber pas mal de hausses de taux avant qu'on puisse se poser des questions de soutenabilité. Donc là-dessus, même s'il faudra probablement aller chercher un peu plus de soutien du côté d'investisseurs internationaux, et les Japonais sont en général toujours prêts à aller acheter de l'OAT, je pense qu'on peut passer cette phase sans trop de difficultés. Dans un instant, vous pourrez poser vos questions à nos experts. 2 minutes chacun, 2 minutes sur 2030. La macroéconomie, le contexte, Gilles, macroéconomique en 2030, avec les ruptures technologiques en cours, l'abondance du capital incroyable, la rivalité croissante entre Américains et Chinois, et en même temps le vieillissement démographique. Le contexte macro de 2030, vous le voyez comment? Alors, c'est tellement large que je vais me focaliser sur un point. Parce que j'ai été probablement très positif et anormalement positif, conduit de mon biais depuis le début de cette séance. Donc je vais finir par quelques points de risque. Moi, cette question de la compétition sino-américaine, c'est celle qui m'empêche de dormir. C'est celle qui m'empêche de dormir parce qu'elle a l'air structurelle, elle dépasse en fait les divisions partisanes aux États-Unis, elle est devenue centrale pour les deux partis américains et elle devient aussi de plus en plus centrale pour la Chine. Alors, sur le plan économique, on peut se dire, c'est pas très grave. On a déjà eu des confrontations par le passé entre des super-pouvoirs qui ont même, dans certains cas, pu avoir des effets positifs sur la macro. Il y a eu, il y a quelques jours, un essai de lancement d'un missile hypersonique chinois qui a provoqué pas mal d'attention aux États-Unis parce qu'apparemment, les Américains ne sont pas technologiquement capables de le faire. Et donc cette idée, ça m'a rappelé cette prise de conscience américaine dans les années 50, devant les essais spatiaux russes, cette idée qu'on était en train de perdre la bataille technologique. Donc peut-être qu'on peut avoir un effet positif
de ce conflit sino-américain, de cette tension sino-américaine, avec davantage de financement de la recherche, avec davantage de gains de productivité. Mais la grande différence entre cet affrontement-là et la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, c'est que l'URSS était un géant stratégique et un nain économique. On a très bien pu développer une expansion massive du commerce international dans les années 50, 60, 70, pendant une période de guerre froide, parce que l'URSS ne comptait pas. Le problème, c'est que la Chine compte. Et un risque pour moi, c'est le fait de diviser l'économie mondiale en deux, entre une sphère d'influence américaine et une sphère d'influence chinoise. Et ça, ce serait négatif en termes de génération constante de tensions, de stress sur les marchés, et également aussi en perte de capacité à développer nos marchés internationaux. C'est quand même passionnant. Philippe, quelle hiérarchie des placements est-ce que vous imaginez pour 2030 quand la fameuse génération des millennials, puis celle, la génération Z, quand ces deux générations auront pris le pouvoir, détiendront l'essentiel de l'épargne, à quoi ressemblera le paysage des placements d'après vous? Je pense que ça peut aller assez vite maintenant sur les comportements des épargnants, par le fait des générations. Je veux dire, le nombre d'épargnants qui maîtrisent complètement les outils numériques augmente évidemment d'année en année. Et si on se met dans 10 ans, il y aura évidemment un changement dans la gestion de l'épargne. Il y aura toujours besoin de conseils. Parce que justement, l'épargne, c'est un domaine important, c'est de l'argent, c'est des revenus. Et donc, on a toujours besoin de conseils. Mais il est vrai que pour les actes de la vie quotidienne, pour le contrôle, etc., le numérique, le digital vont complètement s'imposer dans les 10 prochaines années. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer une tendance déjà en cours avec les visios. Mais donc tout ceci, évidemment, dans 10 ans, ce sera d'une triste banalité. Sur la nature des placements, c'est vrai qu'on sort d'une période favorable à l'immobilier, favorable aux fonds euros donc de l'assurance vie. On voit que les milléniums aujourd'hui sont attirés par d'autres types d'actifs. Dans l'enquête qu'on a rendue publique il y a quelques jours, 20% des jeunes considèrent que le meilleur placement, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les unités de compte, ce ne sont pas les actions, c'est le bitcoin. Là, on est dans le placement spéculatif pur, sur la prise de risque intégrale en fonction du moment où on l'achète, mais cela témoigne quand même que, premièrement, l'idée de gain rapide, facile, s'impose dans la tête des personnes de moins de 35 ans, parce que ce n'était pas le simple joueur vidéo de 16 ans qui était questionné, c'était tous les jeunes de moins de 35 ans. Donc on voit que là-dessus, évidemment, la notion de rendement est extrêmement important pour une partie de la population, en disant on peut se faire des revenus faciles et rapides. Pareil, le regard qu'on a encore qui est très national. On regarde les placements que nous offre AXA France, BNP France. Moi, j'ai maintenant des amis qui me disent « Mais attends, je vais au Royaume-Uni par Internet et je vais sélectionner mes placements au Royaume-Uni parce que le taux d'intérêt au Royaume-Uni est supérieur à ce qu'offrent les banques ou les assureurs français. » Et donc, ce type de comportement qui est marginal aujourd'hui, évidemment, sur un marché qui se mondialise, il y aura, dans les 10 prochaines années, on va dire, un espace financier beaucoup plus large et un regard beaucoup plus large sur l'espace financier. Des questions sur la désintermédiation, etc., qui risquent de monter aussi en puissance. Pascal, la Française, vous êtes aussi investi dans l'univers immobilier à travers, par exemple, la pierre papier, les SCPI, univers immobilier turbulé, chamboulé par la crise Covid. Les bureaux sont restés vides pendant des mois et des mois. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce segment immobilier, notamment l'immobilier tertiaire, à l'horizon 2030 ? Alors, on doit avoir un grand avenir parce qu'en face des investissements en Bitcoin des jeunes millénials, il faut qu'on leur conseille de modérer leurs risques avec un peu d'immobilier, puisque c'est ça l'immobilier, hein, c'est un modérateur de risque. Blague à part, chez nous, les millénials, ils achètent de l'immobilier en masse au travers de notre plateforme numérique qui s'appelle MoneyOne. Je fais un peu de pub pour MoneyOne. C'est assez impressionnant que de voir l'engouement de ces jeunes pour la pierre papier. Donc ils achètent des SCPI sur cette plateforme numérique et ils l'achètent en fait de façon revolving, c'est-à-dire avec des achats réguliers, mensuels. Assez intéressant d'observer ça, et donc ça doit être en face des bitcoins, j'imagine. Sur la classe d'actifs elle-même, on est confiant
parce que c'est très corrélé au cycle économique et qu'on est plutôt confiant, vous l'avez compris, sur le cycle économique, même si on a eu 2 années difficiles derrière nous. Je vais y revenir rapidement. C'est une classe d'actifs de revenus, d'income, qui fait tout son sens dans un environnement de taux bas. C'est une classe d'actifs non volatiles. C'est une classe d'actifs illiquides, c'est son gros défaut, on le sait. Qu'est-ce qu'a changé la crise Covid sur l'actif immobilier? Un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas déstructurantes de notre point de vue. D'abord, il y a eu un effet ponctuel de suroffre de locaux vacants, qui étaient en fait des locaux qui dataient d'avant-crise. Et ça a créé beaucoup de turbulences sur les 18 derniers mois, sur tout ce qui est loyer, taux de vacances, etc. Mais c'est en train de se régulariser parce que derrière, vous avez une demande structurelle qui est une demande extrêmement forte, multipolaire, avec des investisseurs étrangers qui sont très présents, en particulier asiatiques sur le territoire français, avec des investisseurs institutionnels nationaux qui augmentent leur allocation en immobilier et avec des clients retail et patrimoniaux très présents au travers des UC et des SCPI, je l'ai déjà dit, pas que les millénials, mais également les clients un peu plus âgés. Mais le bureau de demain, est-ce que vous envisagez vos investissements dans cet univers des bureaux autrement aujourd'hui qu'il y a 2 ans, par exemple? Est-ce que le profil du bureau de demain est complètement radicalement différent du bureau d'avant? Alors j'allais vous le dire, le marché il est dicté par une demande et ce qui drive le marché aujourd'hui, c'est la qualité de la demande en fait. C'est-à-dire que les problèmes d'offres, j'en ai parlé rapidement. Sur la demande, il y a une véritable mutation des demandes sur le secteur bureau vers des locaux plus adaptables, plus flexibles, plus collaboratifs, mieux connectés, mieux desservis, plus ESG. Et là aussi, on a une percée absolument fulgurante des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance sur la partie immobilière. Donc, oui, il y a une très forte demande qui concerne certains biens de qualité et il y a un véritable effet de rareté sur ces biens de qualité, avec des rendements qui, là aussi, sont écrasés. Pour un rendement prime de très haute qualité, on est en dessous de 2,5, ce qui laisse quand même une prime de risque sur Paris, ce qui laisse une prime de risque très substantielle par rapport à des taux zéro, bien évidemment. Donc, c'est une classe d'actifs d'avenir et qui peut peut-être modérer le risque de certains appétits un peu plus exotiques qu'on a évoqués auparavant. Bon, et vous dites sur votre site à la française, l'innovation financière au cœur de notre ADN. Ce ne sera pas facile d'innover dans un cadre de plus en plus normé. Vous voulez que je vous raconte l'allocation d'actifs sous facteur climat, Guillaume? Horizon 2100. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il vous suffit de lever la main. 2 hôtesses circulent dans les allées, il nous reste quelques petites minutes. N'hésitez pas, vous levez la main. Et Pascal Auclair, Gilles Mouek, Philippe Crevel vous répondront bien sûr. Vous avez obtenu toutes les réponses que vous souhaitiez ou aux interrogations que vous pouviez formuler. N'hésitez pas, il suffit de lever la main. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir accompagnés. Donc, Philippe Crevel pour le Cercle de l'Épargne, Pascal Auclair, le groupe La Française, Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Merci. Dans un instant, la table ronde des présidents, les présidents des chambres de vos métiers du Conseil en gestion de patrimoine. Cette table ronde présentée, animée par Cédric Decoeur. Beaucoup de rendez-vous encore tout au long de cette journée, les ateliers aussi, les formations validantes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous accompagner sur cette nouvelle édition du Sommet BFM Patrimoine.